semaine, nous allons vous faire découvrir une activité surprenante, a priori même étrange, faite de mouvements lents et harmonieux, mais qui vont venir soulager votre corps. C'est le Feldenkrais. Bienvenue dans l'air de rien. Bonjour Émilie Pifto. Bonjour. Donc, nouvelle chroniqueuse dans l'air de rien. C'est ça. Vous êtes responsable de la communication à la Fédération des œuvres laïques et puis vous occupez d'un dossier spécifique qui s'appelle Lire et faire lire. C'est ça, ouais. Qui existe depuis un petit moment. 15 ans. Depuis 15 ans. Et ce sera l'objet de votre chronique. Exactement. Bien. Delphine Blanchard. Bonjour. Donc, comme d'habitude, on termine l'émission avec une chronique culturelle. Exactement, là, ça sera un groupe de chansons françaises et je vais vous prouver que la chanson française peut ne pas être dépressive. Même quand elle vient des Deux-Sèvres. Exactement. Voilà. Valérie Pujol, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, certains vous connaissent parce que vous avez eu un parcours de danseuse professionnelle. Voilà, on a pu vous voir sur les scènes, notamment la scène du manège à La Roche-sur-Yon. Donc, vous enseignez. Et vous allez nous faire découvrir, alors certes partiellement, une activité qui s'appelle, alors c'est un peu difficile, le Feldenkrais. Voilà, la méthode Feldenkrais. Voilà, donc du nom de son initiateur, de son créateur, Moshe Feldenkrais. Tout à fait. Alors, avant que vous nous expliquiez pourquoi, comment et les bénéfices de cette pratique, on va regarder les images parce qu'elles sont très parlantes. Alors Valérie Pujol, que font ces gens? Pourquoi voit-on des bébés? Alors, que font ces gens? Ces gens explorent, sentent, ressentent, voilà, explorent un petit peu des mouvements de base. Et pourquoi voit-on des bébés? Parce que Moshe Feldenkrais a décidé d'observer le fonctionnement, l'évolution de l'enfant au travers du mouvement. Alors, son épouse était pédiatre. Voilà, son épouse était pédiatre. Il a observé, il s'est rendu compte en fait de la facilité avec laquelle les tout petits, les bébés se développent dans le mouvement, en se servant des appuis comme il faut, en laissant complètement les muscles de côté, puisque de toute façon la tonicité, voilà. Et comment on passait du rampé aux quatre pattes, à la position assise, jusqu'à la position verticale. Donc toutes les leçons comme ça commencent au sol et vont vers la verticalité pour qu'on retraverse le processus d'évolution du statique vers la mobilité, en fait. Voilà. Alors on va y revenir. Peut-être d'abord, alors qui était Moshe Feldenkrais? Parce que c'était pas un hurluberlu, c'était même quelqu'un d'assez terre à terre. Il était physicien. Voilà, docteur en physique, qui a étudié les neurosciences, la biomécanique, et puis qui était aussi un très grand sportif, puisque une des premières médailles d'or du judo, en fait, ceinture noire, pardon, pas médaille d'or, on n'est pas en danse. Et il a amené le judo en Europe, et donc il a beaucoup travaillé avec son corps. D'ailleurs, il s'est blessé, c'est aussi pour ça qu'il a étudié la mécanique du corps. Et en fait, il s'est servi à la fois de ses connaissances de physicien, donc de scientifique, et de grand sportif, plus l'observation qu'il a fait des enfants, de la construction du mouvement, pour créer cette méthode après une blessure. À la base, il a travaillé sur lui, il s'est blessé le genou. Les médecins préconisaient une opération, mais il ne pouvait pas récupérer plus de 50%, donc il a refusé. Il a commencé à travailler sur la mécanique du corps, la relation entre le squelette. Parce que quand on voit ça, on dit mais c'est une secte.
dites. Oui, alors c'est pas très du tout. spirituel, mais en fait, Alors, non, c'est très non. physique. Enfin, c'est très physique, C'est très concret. très concret. Très voilà. concret, voilà. Pendant les séances, bien sûr, on parle de prise de conscience par le mouvement. Donc, on est dans la sensation, mais on est dans la sensation du fonctionnement de notre corps de manière très concrète, de la relation entre les parties squelettiques, comment fonctionne une articulation, par exemple l'épaule, pour qu'elle soit, pour que le mouvement soit fluide et efficace. Il faut que la clavicule travaille en relation avec l'omoplate, en relation avec l'humérus. Et que ces trois os travaillent ensemble, sauf que la clavicule est reliée au sternum aux côtes, les côtes à la colonne, etc. Donc on va comme ça sentir les connexions entre les parties et les liens, aussi infimes soient-ils, mais parfois on se rend compte qu'en fait ils sont bien plus importants que ce qu'on imaginait. On amène notre conscience à sentir. Donc ça, c'est mon boulot de praticienne, d'enseignante. J'oriente la conscience des personnes sur des petits mouvements assez simples et répétitifs sur différentes parties. On met des contraintes, on les enlève pour montrer à quel moment l'efficacité est maximale, à quel moment, au contraire, quand on empêche la respiration, quand on bloque les côtes, quand on empêche une partie de bouger, ça vient contraindre l'efficacité du mouvement. L'objectif, c'est d'être feignant avec les muscles. Récupérer du soutien avec notre squelette, notre bassin, notre colonne, sentir la relation entre pied, bassin, tête, beaucoup au travers de la colonne vertébrale, mais aussi avec tout le travail des hanches. Libérer tout ce potentiel de mobilité qu'on a complètement oublié ou parfois oublié, parfois inhibé, alors parfois trop d'utilisation de muscles, parfois l'éducation, parfois des tensions qui font qu'à un moment donné, on rentre dans des schémas habituels. Et ce qui est très intéressant avec Feldenkrais, c'est ça, c'est qu'en fait on va pas dire c'est pas comme ça, c'est comme ça. On va dire tiens, comment je fais? J'observe. Ensuite, quel est le champ du possible? C'est-à-dire quelles sont les autres possibilités? Certaines qu'on connaissait, d'autres pas du tout. Et ensuite, on choisit de manière inconsciente, c'est le système qui, quand il a intégré, choisit les possibilités qui sont les meilleures. Sa phrase clé, c'était « Quand on sait ce que l'on fait, on peut faire ce que l'on veut ». Alors ça, on va y revenir, parce que l'économie de l'effort, c'est une des choses importantes. Voilà. Et on va rester... non, j'ai pas de transition à faire, parce qu'on va parler de lire et faire lire, donc ça n'a aucun rapport. Émilie Piveteau, donc de la Fédération des œuvres laïques, qui porte donc l'opération, je ne sais pas comment on dit. L'association, en fait, je coordonne l'association au niveau départemental, l'association Lire et Faire Lire. Voilà, c'est ça. D'accord. Moi, je voulais juste commencer par quelques petits chiffres, en fait, qui sont très parlants et qui font écho aux actions des bénévoles, qui sont, par exemple, qu'il y a 16% des enfants qui cessent de lire des livres pour le plaisir à l'entrée du collège. Voilà. Ils continuent de lire parce que au collège, faut lire des livres, dans l'enseignement. Voilà. Mais en tout cas, la notion de plaisir disparaît complètement et ça va baisser, ça va continuer de baisser jusqu'à la fin du lycée, puis ça va se poursuivre, etc. Parce qu'il y a d'autres priorités pour les enfants et pour les jeunes. Il y a des choses qui sont plus séduisantes a priori. La télé, les copains, les jeux vidéo, tout ça qui font que la lecture, on la laisse un petit peu de côté. Malgré du coup, dans l'étude qui est sortie, qui est une étude du Centre national du livre, il y a quand même 2/3 des jeunes qui déclarent que leurs parents leur lisaient des histoires à haute voix et ils ont un agréable souvenir de ça en tout cas. Et ce qui est prouvé aussi, c'est que plus on continue à lire des histoires à haute voix aux enfants, ça se passera beaucoup mieux, ils vont continuer à lire pour le plaisir, il y a vraiment quelque chose qui se crée. Voilà, donc ça c'était pour le premier décrochage avec le livre. Il y en a un second qui est beaucoup moins connu et qui arrive vers 50, 60 ans, là où on commence, on arrive à la retraite. Et puis il y a plein d'activités qui arrivent finalement entre les associations, les petits-enfants, qui font qu'on décroche aussi du livre. Voilà. Ça, ce sont des chiffres qu'on a eu, nous, aux 15 ans, justement, de l'association Lire et Faire Lire en région à Angers, et qui donnent aussi un sens à l'action des bénévoles sur le département. Alors, pour parler de Lire et Faire Lire, je vais plutôt laisser Alexandre Jardin, qui est écrivain et créateur de l'association, en parler via la petite vidéo. Voilà. L'action centrale de Lire et Faire Lire, c'est de transmettre le plaisir de la lecture. Pourquoi c'est énorme et fondamental? Parce que tant qu'un petit ne ressent pas de plaisir devant un bouquin, d'émotion, on court le risque qu'il ne pérennise pas l'acquis scolaire. On transmet à la fois le plaisir de la lecture et puis beaucoup de tendresse entre les anciens et les petits. La dimension intergénérationnelle, c'est au cœur du projet
de Lire et faire lire. Parce qu'on sait qu'il y a une magie particulière dans le lien entre les petits et les anciens. Donc Lire et faire lire, c'est les retraités et qui donnent l'envie aux plus jeunes. Ou pas forcément retraités, à partir de D'accord. 50 ans. Seul impératif, donc il y a encore des personnes qui travaillent mais qui trouvent Oui, un petit bien peu sûr. de temps pour lire. 50 ans pour lire des histoires aux enfants de la naissance, on va dire. À partir du moment où ils entrent en crèche, ils ont 3 mois à peu près. Là on va jusqu'à la classe de 6e. Voilà, on essaye d'ouvrir parce que c'est une demande des enfants. On arrive à les suivre dès la maternelle et puis plus ils avancent dans leur scolarité, Ouais. plus ils ont envie de retrouver Donc c'est aussi bien de à bénévoles. travers le milieu scolaire. Alors en Vendée, oui. Après, ça peut être sur tous les champs. Il y a aussi en accueil de loisirs et puis des choses bien particulières, les services pédiatrie, les hôpitaux des Sables. Et là, on va lancer à Fontenay. Enfin, voilà, là où il y a des enfants et on a de la demande des professionnels, on essaye d'y répondre. On essaye de trouver des bénévoles qui peuvent donner de leur temps pour lire des histoires aux enfants. Et vous manquez de bénévoles. Toujours. Ouais, c'est vrai. Toujours. On est toujours en rentrée un petit peu scolaire là de notre côté et on voit qu'il manque des gens, les Sables, Fontenay, La Roche, Montaigu encore un peu, enfin voilà, un peu partout en Vendée et il ne faut absolument pas hésiter parce que c'est aussi bien dans les agglomérations que dans les Donc toutes on petites communes. contacte la Fédération des œuvres laïques. C'est ça, voilà. D'accord. Et puis après On on a affaire à accueille vous. et on fait des formations, tout ça. D'accord. Et vous avez peut-être plus de femmes que d'hommes aussi. Ben oui, beaucoup, même plus. Donc les hommes sont les bienvenus, Mais ça va c'est pas changer. interdit. Ouais. Très bien, merci. Vous connaissiez l'initiative, ouais, c'est vrai que 15 ans. Puis on connaît surtout Alexandre Jardin. Alors on retourne à vous, Valérie Pujol. Donc vous êtes professeure diplômée de Feldenkrais. Donc vous êtes en train de nous expliquer, avant qu'on fasse la parenthèse avec Émilie, qu'il s'agit vraiment de bien comprendre ces articulations et qu'il n'y a pas une règle. Donc ça veut dire que quelqu'un qui aurait une pathologie, c'est pas limitant. On peut. Alors, c'est pas limitant, non, dans le sens où, pendant les cours, on apprend aussi à comprendre son rythme et ses besoins et ses limites. Ça fait partie de l'apprentissage. On crée un environnement où l'apprentissage se fera de manière maximale. Ça veut dire, si on lutte contre le froid, on résiste. Si on lutte contre une douleur dans une posture particulière, on est en résistance, etc. Donc, on va chercher, s'adapter, changer de côté si ça ne va pas, faire dans l'imagination, parce qu'on s'est rendu compte que ce qui se passe d'un point de vue neurologique, quand on fait dans une imagination active, ce sont les mêmes connexions que quand on fait vraiment. Donc, comme ça, on ne fatigue pas, on ne réveille pas les douleurs, etc. Tout un tas comme ça de petites stratégies pour que les gens apprennent à se respecter et apprennent à apprendre avec eux-mêmes. C'est pas l'autre qui vient dire ça doit être comme ci, comme ça, c'est qu'est-ce qui est bon pour moi dans le mouvement et dans la manière de l'apprentissage. Donc c'est vraiment une forme de chemin vers soi qui, bien sûr, voilà, aussi pour des pathologies telles que la fibromyalgie. Donc vous avez un cours adapté, spécifique, voilà, le vendredi matin, particulièrement pour ce type de pathologie, parce que j'ai constaté en ayant des élèves que c'est une méthode qui les aide vraiment. Soit en cours collectif, soit en leçon individuelle. Et comment vous l'expliquez ça? Parce que c'est des gens généralement qui ont tenté le kiné, l'ostéo ou autre chose. Parce que c'est des gens qui ont besoin d'apprendre à fonctionner différemment. Donc c'est ce qu'on leur propose, parce que c'est une technique qui permet de lâcher les muscles, de moins utiliser les muscles. Et ces gens-là ont des muscles qui sont sursollicités et ils ne se rendent pas compte. Et donc parfois, quand on retravaille sur le soutien squelettique, on réapprend à lâcher tous les muscles dont on n'a pas besoin, sauf les muscles par exemple antigravitaires, quand il faut tenir debout. Oui. Voilà. Et du coup, ils récupèrent en possibilité et en efficacité de mouvement parce qu'ils ne sont pas sans arrêt en train de solliciter leur système. Donc ça Alors moi qui ai vu vraiment. juste un petit bout de la fin d'un de vos cours, on se dit mais ils sont en train de faire quelque chose parce qu'il y a des choses qui sont vraiment de l'ordre du micro-mouvement. Alors c'est très variable. C'est vrai que globalement, on demande aux gens de faire petit et lent pour être justement dans un environnement sécure pour apprendre et puis surtout pour ne pas rater des étapes. Si on fait directement grand, on a l'impression qu'on sent mieux, mais on rate tout le processus. Ça, c'est une première chose. Après, ça nous arrive quand même d'explorer dans le grand. Il y a des leçons qui sont faites sur le dos à 4 pattes, sur le côté, sur le ventre, assis sur des chaises. Donc il y a des leçons qui sont vraiment dans le tout petit, d'autres qui sont un petit peu plus... Je m'adapte en fonction aussi des gens et puis de l'évolution. Mais même dans le tout petit, quand on essaie de sentir son bassin rouler, ses possibilités vers le bas, vers le haut, vers la droite, vers la gauche, ce que ça implique au niveau des hanches. Quand on regarde à l'extérieur, on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais de l'intérieur, il se passe énormément de choses. Et quand je vois d'un seul coup une libération de la respiration...
voilà, ou quelque chose qui se dépose et qu'il y a vraiment un avant et un après. Alors, il y a une dame qui participait à votre cours qui disait moi, le yoga, la sophrologie, je déteste parce que c'est trop lent. C'est trop spirituel. Ouais. Elle me dit, mais non, là, au contraire, c'est très actif parce qu'on me demande de comprendre, d'essayer. De suivre un cheminement. Et c'est curieux. Moi, j'ai été très surprise de cette remarque. Moi-même, je ne suis pas une spécialiste ni du yoga ni de la sophro, donc voilà, je ne peux pas trop en parler. Mais je sais que, par contre, ce qu'on propose, c'est effectivement un cheminement qui s'arrête dans les moments de pause, mais qui est sans arrêt, sinon en train de suivre le chemin du mouvement dans toutes les parties squelettiques. Donc, en fait, on est très actif. Et pour les gens qui n'aiment pas être dans des choses, des couleurs, des choses un petit peu qui ne seraient pas assez terre à terre, là, c'est une manière d'être en contact direct avec son corps et son fonctionnement. Alors Delphine, vous connaissiez un petit peu, vous Oui, je connais Valérie Pujol parce qu'elle a été une danseuse. Elle a travaillé avec une grande chorégraphe. Et donc cette expérience de la danse où vous avez travaillé avec une grande chorégraphe qui fait du buto, qui est vraiment un travail de danse dans la douleur quand même. Est-ce que cette expérience-là de la douleur, elle vous a amené à Feldenkrais aujourd'hui? Oui. Deux choses m'ont amené à cette démarche. D'abord, oui, j'étais fatiguée d'avoir mal. Et puis, je me disais, je ne vais pas danser toute ma vie, donc comment je peux préparer la suite? Et puis, j'étais très attentive à tout ce qui est dans la relation d'aide, etc. Et cette méthode, quand je l'ai découverte, c'était comme une évidence. Ça regroupait le tout. Le corps, la relation d'aide, voilà, permettre aux gens d'aller mieux. Et puis, ça me permettait d'être moi aussi sans arrêt dans cette expérience corporelle que j'ai vécue et que j'ai pas très envie de lâcher, en fait. On connaît bien son corps quand on est une danseuse. Oui, mais on est aussi dans des schémas habituels. C'est-à-dire qu'on utilise toujours les mêmes chemins en fonction de ce qui nous arrange, de ce qu'on croit être le plus efficace, mais qui, à un moment donné, va créer des blessures, des douleurs systématiques. Et moi, aujourd'hui, je dis souvent, si j'avais pratiqué cette méthode avant, j'aurais dansé différemment. Ça, c'est sûr. Avec plus de plaisir, avec moins de douleur, ça c'est évident. Alors comme à Lire et faire lire, il y a plus de dames. Oui, alors voilà, petit à petit, les hommes commencent à s'y intéresser. Mais c'est vrai que malgré tout, on constate qu'il y a plus de femmes qui s'interrogent sur le fonctionnement de leur corps et surtout... Alors, ou bien, peut-être qu'elles sont plus sensibles à ce qu'elles ressentent et à une volonté de mieux modifier, comprendre, d'aller un peu plus loin. Parce que, voilà... les scientifiques ont vraiment appris que les connexions neurologiques se font tout au long de notre vie jusqu'à la mort. Donc il n'y a rien d'immuable. Rien n'est jamais statique. On ne peut pas changer du tout au tout, mais on peut réapprendre et des fonctionnements vraiment qui n'étaient plus possibles redeviennent possibles. Donc nous, c'est ce qu'on fait en expérimentant des mouvements. On crée des nouvelles connexions dans le système nerveux et à force qu'elles se fassent, elles redeviennent évidentes et possibles. Et finalement, c'est des choses qui doivent servir au jour le jour aussi dans son quotidien. Absolument. C'est surtout pas pour se demander, oui, alors là, quand je vais attraper cette bolle... Non, c'est que les choses se fassent dans l'intégration pour qu'après, ça soit évident. Et on travaille toutes les fonctions qui sont... important de tenir debout, s'asseoir, tourner, être en torsion, rotation, attraper, tendre un bras. Émilie, vous vouliez poser une question? En fait, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on parlait de la fibromyalgie, j'ai mal à le dire. Alors moi, c'est une maladie qui me parle parce que je la connais un petit peu, quelqu'un là dans ma famille. Et c'est vrai que finalement, quand on a cette maladie-là, c'est tous les jours, on a mal, de douleur, voilà. Et ils essayent beaucoup de choses. Il y a pas grand-chose qui fonctionne et c'est vrai que ça peut être un truc... Pour vraiment apprendre des choses bêtes, comment se brosser les cheveux, comment monter le bras de manière efficace avec le moins d'efforts possible, comment rester assis, comment se lever du lit, tout ça c'est des choses qu'on va réexplorer pour que ça devienne de plus en plus évident. Alors on l'a pas encore dit, donc vous avez 3 types de cours à La Roche-sur-Yon. Alors, je vais essayer de retrouver le fil dans mes petits papiers. Donc le mardi à 11h... et le jeudi à 18h30 au conservatoire. Donc ça s'adresse aux personnes inscrites au conservatoire, les élèves petits, grands, jeunes à partir de 15 ans, les adultes et les enseignants. Bien. À la maison de quartier... Dupont-Moreau, merci. Le jeudi à 19h30, alors c'est par la maison de quartier, mais c'est à l'école Léon Sugluard. Donc le jeudi à 19h30. Et les cours adaptés, donc on parlait de la fibromyalgie, mais pas que. Arthrose, les problèmes de rhumatisme. Et ça, c'est le vendredi à 11h30, à la salle rythmique de Langelière. Donc tout ça, c'est La Roche-sur-Yon. Donc le mardi pour les gens et le jeudi du conservatoire.
à l'école Léon Gluard le jeudi à 19h30 et les cours adaptés le vendredi à 11h30. Plus des leçons individuelles qui sont possibles dans mon petit cabinet chez moi, à La Roche-sur-Yon. Donc c'est la même dynamique, sauf que cette fois, c'est comme quand on est chez l'ostéopathe, on est sur une table et puis c'est moi qui vais mobiliser, chercher la relation entre les parties squelettiques, permettre à la personne de comprendre ce qui est efficace, ce qui ne l'est pas. Alors forcément, ça apporte beaucoup de mieux-être, de détente, mais ce n'est pas le seul objectif. Ça améliore de beaucoup certaines fonctions et la mobilité pour certains. Très bien, mais j'espère qu'on aura donné envie. On a indiqué les coordonnées de la fédération. Oui. Il y a d'autres vidéos qui sont vraiment très, très intéressantes et bien expliquées. Et puis, il y a toutes vos coordonnées. Et puis, mon petit compte Facebook, si on tape Valérie Pujol-Feldenkrais, on trouve plein d'informations. Très bien. Merci beaucoup. On va terminer en musique avec Aïd El Fina, un groupe qui s'appelle Radio Elvis. C'est un des groupes dont on entend parler. On entend beaucoup parler en ce moment. Dans les bonnes radios. Exactement. Parce qu'il nous prouve que la chanson française, ce n'est pas que Vincent Delerme, ce n'est pas que de la chanson... Même si vous aimez Vincent Delerme. Ça va, je l'aime bien, oui. La chanson n'est pas que dépressive, la chanson française, c'est pas que c'est pas que parler d'histoires d'amour qui vont mal et qui se finissent mal. Elle n'aime pas parler d'amour, Delphine. C'est ça. Donc Radio Elvis ne parle pas d'amour. Radio Elvis ne parle pas d'amour. Radio Elvis met des gros riffs de guitare dans sa musique et pour autant, il chante en français, ce qui est quand même assez rare. Si vous aimez Dominica, si vous aimez Alain Bachung, Radio Elvis, c'est fait pour vous. La barre est quand même assez haute. Pierre, auteur-chanteur, Colin à la batterie, et ces deux-là se sont rencontrés au lycée Ernest Perrochon de Parthenay. Oui. C'est aussi pour ça qu'on en parle, parce qu'on est un petit peu poitevin, même si on est vendéen. C'est nos voisins. Oui, exactement, on les aime bien finalement, les poitevins. Ils se sont dit... Au lycée, un jour, on fera quelque chose de ça. Ça doit arriver souvent, ça. Ouais, ça doit arriver souvent, sauf que là, eux ça arrive. Ils l'ont vraiment concrétisé. Ils se sont trouvés à Paris. À Paris, ils ont trouvé Manu, qui s'est mis à la guitare et à la basse. Ils ont fait un groupe, 3 garçons dans le vent. Et là où le réseau poitevin est assez important, à Paris, ils ont trouvé Nicolas Jules. Vous connaissez peut-être Nicolas Jules, c'est aussi un chanteur français qui est originaire du Poitou. Exact. Et qui leur a dit, bon allez, il n'y a pas que le Chabichou, il y a aussi les artistes. Il y a un réseau vendéen, mais il y a un réseau poitevin qui leur a dit, allez, on va faire quelque chose, je vais vous donner un coup de main. Et ça y est, Les Conquêtes viennent de sortir, ça est sorti au mai, peut-être en mai. Et donc là, ils explosent, ça a vraiment beaucoup marché. Donc ce qui est vraiment intéressant, chanson française, poétique, des très belles musiques, et ça parle de voyage. C'est ça le... Et pas d'amour, on a compris. Et pas d'amour. Et Pierre dit, pourtant, avant Radio Elvis, j'étais jamais sortie de France. Ouais. Et là, de Sévrien. Exactement. Et ils sont très très jeunes. Et pour autant, ça parle de voyage, parce que les voyages, c'est à travers la lecture qu'ils ont fait l'apprentissage du voyage. Ils ont lu Saint-Exupéry, ils ont lu Jack London, ils ont lu et puis Pierre Loti. Lisez. Et ensuite, peut-être qu'un jour, vous montrez un groupe et vous chanterez... les voyages et l'errance. Et ma boucle est presque bouclée. Le 25 novembre, ils sont à Fontenay-le-Comte pour un festival littéraire où ils vont faire un concert littéraire. Sur des textes de Jack London, ils vont poser leur musique. Et donc, ils vont offrir un concert littéraire. Donc, la littérature et le rock et la chanson française, parfois, ça peut aller ensemble. Et le festival s'appelle La mer est loin, c'est ça? Ça s'appelle La mer est loin. Et là, on va regarder un extrait du clip qui s'appelle Solarium. Et vous allez voir, vous allez être conquises, mesdames. Solarium, premier jour de printemps, alignons le désert, faisons le point sur nos révélations. Déjà les choses t'échappent, dans le départ proche, autour de toi s'écroule ce que tu croyais là. Solarium, immobile en surface, voyage au bout d'un monde. Le moindre bruit s'efface, dans l'étendue est vaste, et n'être plus qu'une ombre, la menace d'un vestige. Autour de toi s'écroule ce que tu croyais là.
Solarium donc, de Radio Elvis. Donc là, c'est l'extrait c'est un extrait, l'album s'appelle Les Conquêtes, label Pias, 11 titres chez tous les bons disquaires. Et si je vous ai convaincu, vous pouvez aller les voir le 24 novembre au Fusion à La Roche-sur-Yon, le 25 novembre, donc, ce concert littéraire à Fontenay-le-Comte dans le cadre du festival La Mer est loin, et le 13 janvier 2017 à Notre-Dame-de-Mont. Donc, ils sont poitevins, mais aussi vendéens, ils n'oublient pas la Vendée. On ne peut pas exister sans venir en Vendée. Exactement. Allez les voir sur scène, c'est beaucoup de talent. Voilà, et puis oui, c'est vraiment le groupe dont parlent les jeunes et les moins jeunes. Oui. Voilà, si vous voulez briller en société, parlez de Radio Elvis, c'est Oui. ce que vous connaissez. Merci Delphine Blanchard. Donc le Feldenkrais, donc encore à découvrir et à tester. On peut d'ailleurs venir à une séance test. Voilà, première séance toujours offerte. Il faut venir essayer, éprouver, sentir. Que du bonheur. Et puis donc lire et faire lire. Si on a envie d'être bénévole, on s'adresse à vous, Émilie Pifetot. Voilà. Très bien, merci à chacune d'entre vous. Belle semaine. Merci. À bientôt.